Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Ils sont nombreux, les Béninois, à se dire préoccupés, angoissés et même révoltés par la gouvernance du président Patrice Talon. L'homme d'affaires devenu président de la République se préoccuperait moins de la lutte contre la pauvreté que la prospérité de ses affaires personnelles. Faux, rétorque le président béninois qui, droit dans ses bottes, dit maintenir le cap des réformes et demande à ses compatriotes de rester patient. Alors quel regard porter sur les 2 ans de l'homme à la tête du Bénin? Les institutions de la République sont-elles réellement à ses ordres comme le dénonce l'opposition? Quel est l'état de la démocratie au Bénin? J'ai pour en parler avec moi 3 Béninois. Wilfried Léandre Rumbedji, vous êtes le directeur de la communication à la présidence de la République du Bénin. Pour vous, le Bénin est sur la bonne voie. La gouvernance actuelle est celle qu'il faut au Bénin et vous prenez à votre aise le propos du président de la République qui demande à ses compatriotes de rester patients pour jouir du fruit ou des fruits des réformes. Merci, M. Rumbedji, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Martine Niabaudet, vous êtes vous membre de la coalition Nouveau Départ Diaspora Bénin CNDDB. Vous êtes vous aussi un grand soutien du président Patrice Talon et de son gouvernement. Merci Madame Niabaudet d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Léonce Rumbedji, vous êtes vous le président du Parti pour la libération du peuple, le PLP. C'est un parti membre de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, CDDB. Vous êtes plutôt inquiet pour l'avenir du Bénin, inquiet pour la démocratie au Bénin. Une démocratie qui en 2 ans a pris tellement, ou du moins a connu tellement de recul que vous demandez au peuple béninois de prendre ses responsabilités. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Togo. Avril 2017, 23 députés béninois disent non au projet de réforme constitutionnelle initié par le gouvernement béninois. Ce 5 juin, ils sont 19 députés à empêcher l'obtention des 4/5 des voix nécessaires pour la validation du projet d'amendement de la Constitution béninoise initié par 8 de leurs collègues. Alors, que contient ce dernier projet de loi d'amendement de la Constitution? Élément de réponse dans ce sujet. Dans ce reportage, essayez Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Ibrahima Dioumaba. Au Bénin, le projet de révision constitutionnelle continue de nourrir la polémique. Au cours des 15 mois écoulés, 2 tentatives de révision de la loi fondamentale se sont soldées par un échec à l'Assemblée nationale. En effet, la première initiative émanait du gouvernement. Elle avait connu un rejet en avril 2017 sans la moindre étude du projet. 23 députés avaient empêché la prise en considération du projet. Juin 2018, 8 députés de la mouvance présidentielle reviennent à la charge avec une proposition d'amendement de la Constitution. Nonobstant la prise en compte de celle-ci, la révision n'a pas été acquise. Une minorité de 20 députés ayant fait blocage à l'adoption du texte. La différence qu'il y a entre ces votes d'aujourd'hui et ce qu'on a eu en avril, c'est qu'en avril 2017, nous n'avons pas pu accéder, aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons eu 2 votes. Ce qui suppose que nous avons pris en considération cette proposition de réforme. Le premier projet de révision avait été examiné en procédure d'urgence, non sans susciter un tollé au sein de l'opinion publique. Il était reproché au gouvernement un manque de consensus. La dernière tentative d'amendement de la Constitution a connu un nouvel échec, faute de majorité. Mais cette fois-ci, la procédure pourrait déboucher sur l'organisation d'un référendum. Par cette grande victoire du peuple qu'il vient de remporter, le peuple béninois dit clairement au trio Talon, Rumbedji, Amoussou, nous citons: jamais je ne vous laisserai décider de mon sort sans me consulter.
Le projet de réforme constitutionnelle introduit par les députés de la mouvance présidentielle comprend entre autres 4 points essentiels, notamment la suppression de la peine de mort, la création de la Cour des comptes, l'alignement des mandats en vue du couplage des élections et l'amélioration de la représentativité des femmes aux postes de responsabilité. Selon de nombreux observateurs, des enseignements s'imposent au terme de cette nouvelle échec de la révision constitutionnelle. Il faut constater que dans la forme, ce projet a été mal ficelé, mal monté. Par exemple, pour la promotion des femmes, c'est l'article 26 qu'il fallait toucher et non l'article 81. Donc il y a eu un cafouillage à ce niveau-là. Équivoque, c'est qu'on n'a pas compris cette transition de 7 ans que les députés veulent désormais s'octroyer. La modification des textes de la Constitution avait connu des blocages sous plusieurs régimes présidentiels auparavant. Pour le premier essai formulé par le président Patrice Talon en avril 2017, les débats ont tourné autour du mandat présidentiel unique. Le choix de nos dirigeants, c'est une question sensible, extrêmement sensible, qui ne peut être discutée seulement à l'Assemblée nationale entre quelques députés. Et il y a des partis politiques qui doivent en discuter. Il y a les acteurs de la société civile qui doivent en discuter. Il y a la population qui doit massivement en parler, la jeunesse doit en parler. Adoptée en 1990, la Constitution en vigueur est l'une des plus vieilles du continent. La majorité des acteurs politiques et ceux de la société civile s'accordent sur la nécessité de réviser la loi fondamentale. Mais le dernier projet de réforme constitutionnelle ne pourra finalement être adopté qu'à l'issue d'un référendum. Le bloc de la majorité parlementaire entend continuer le plaidoyer en direction du président de la République pour l'organisation d'un référendum. Selon la loi sur le référendum, cette consultation populaire doit être convoquée au moins 120 jours avant la date du scrutin. Wilfried Léandre Ongbeji, je voudrais commencer cette première partie, mais avec gravité. Pas une question d'ordre général. Le Bénin n'est pas devenu indépendant en avril 2016, comme vous le savez, et le président Patrice Talon n'est pas le premier président du Bénin. Le Bénin a un parcours politique, le Bénin a un héritage démocratique. On rencontre de plus en plus de Béninois qui disent leur colère de voir s'effriter les acquis démocratiques. Médecins sans frontières, qui n'est pas un parti d'opposition au Bénin, dénonce le recul du Bénin en matière de la liberté de presse. Est-ce que c'est une colère que vous comprenez? Est-ce que c'est un cri d'inquiétude que vous comprenez? Ou bien vous dites, circulez, il n'y a rien à voir? Monsieur Togbe, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et je voudrais tout aussi gravement vous inviter à ce que nous sortions de la caricature. Quand on parle du Bénin, quand on parle d'un État démocratique, que nous ne restions pas aux présupposés. Vous parlez de Médecins sans frontières en parlant de liberté de presse. Je crois que vous vouliez parler de Reporters sans frontières. Je crois que vous vouliez parler de Reporters sans frontières. Absolument. Reporters sans frontières a fait son classement et constate que le Bénin a dégringolé de 6 points. Allez-y, allez-y, allez-y. Que le Bénin a reculé dans son classement, n'est-ce pas? Dont acte. De la même façon, Transparency International note que le Bénin a fait des bons dans le sens de la lutte contre la corruption et l'impunité. Standard & Poor's vient de donner la notation B+ au Bénin pour donner valeur aux réformes qui sont engagées depuis 2 ans et qui font que l'économie béninoise se porte de mieux en mieux. Vous pouvez ajouter à tout cela la notation sur l'amélioration du climat des affaires, où là également, nous avons fait des bons en avant. Et vous savez très bien que, tout cela participe justement du renforcement des acquis et de l'amélioration des conditions de vie. Donc, vous me permettrez de ne pas accepter la façon dont vous présentez la situation au Bénin. Cela dit, pour en revenir à l'élément de tout là, vous me permettez je relais l'inquiétude de vos compatriotes qui disent leur colère de voir s'effriter les acquis démocratiques au Bénin. C'est mon rôle. Et M. Togbe, moi je vous dis la réalité des faits. Peut-être ce qui vous échappe ou que certains n'ont pas remonté jusqu'à votre niveau. Mon devoir, c'est de vous le faire savoir. Et je ne fais que ça. Peut-être qu'on ne rencontre pas. Ah, vous le dites si bien. Vous le dites si bien. Léonce Ongbeji, j'aime qu'on parle concret. Dans mon émission, dans Politicia. Vous faites partie de ceux qui, justement, déplorent et dénoncent le recul démocratique au Bénin. Y a-t-il des faits concrets
ou donnez-nous quelques éléments concrets qui permettent justement, ou qui confortent justement l'idée qu'au Bénin, depuis 2 ans, les acquis démocratiques issus de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 90 s'effritent et continuent de s'effriter. Merci beaucoup, M. Togbé. J'ai comme l'impression que mon ami Wilfried Oumbédi et moi, nous ne venons pas du même pays. Parce que, en réalité, la conception du gouvernement en place, du régime en place au Bénin, de la démocratie, de l'état de droit, elle est dangereuse. Je vais vous donner quelques exemples. Allez-y très rapidement. La démocratie, c'est quoi? L'état de droit, c'est quoi? C'est d'abord la liberté. C'est d'abord la justice. C'est d'abord l'indépendance des institutions de la République, notamment de la justice. Depuis 2 ans, ils sont au pouvoir, depuis 6 avril 2016 à aujourd'hui. Les Béninois savent ce qui se passe dans le pays en termes de démocratie, d'état de droit. Alors, je vous parle, vous avez des détenus politiques en prison. Vous avez le cas de Laurent Métoyon, qui a été arrêté le 17 novembre 2017. On reviendra sur la question, sur la question de la justice et justement sur la question des détenus politiques. Oui, je voudrais attirer votre attention au Bénin. sur les questions Si qu'il y en a, j'en sais rien. La démocratie est en danger parce qu'un député, lui-même, il est recherché par la justice. Il a quitté la France pour se mettre à la disposition de la justice. Et dans les locaux du tribunal de première instance de Cotonou, il a été molesté. Et c'est le procureur de la République même qui a appelé les agents de santé. Ils sont venus le prendre au tribunal. Et alors, je vous parle, il est en prison. Sans que son vous parlez de l'honorable Renho Atao. Sans que son immunité parlementaire ne soit levée. Et le gouvernement l'a déclaré fou. Quelqu'un qu'on déclare fou, est-ce que celui-là a sa place en prison ou dans un centre psychiatrique? Donc, la démocratie aujourd'hui n'existe plus au Bénin. Les institutions de la République ne fonctionnent plus. Elles n'existent même plus. Vous avez la vassalisation des institutions de la République. Vous avez l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a demandé aux députés, devant le corps diplomatique, de voter les lois les yeux fermés. Et depuis 2 ans, l'Assemblée nationale est transformée en une caisse de résonance, en un instrument. Mais est-ce que ce qui vient de se passer, justement, Léonce Oumbédi, vous me permettrez d'embrayer là-dessus, est-ce que ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le 5 juin, le 6 juillet dernier, où effectivement 19 députés, il y a 19 qui ont voté contre, il y a un qui s'est abstenu, ont bloqué, pour ainsi dire, la proposition d'amendement de la Constitution, ne vous donne pas tort? Est-ce qu'un Parlement qui est vassalisé, qui est au service du président de la République, est-ce qu'un Parlement rétoque une loi? Nous avons une minorité qui essaye de sauver la face. Parce que c'est cette minorité composée de 19 députés qui a fait le travail pour que nous puissions faire échec à ce pouvoir. On voit bien qu'ils ne sont pas tous vassalisés. Parmi nous avons 83 députés à l'Assemblée nationale du Bénin. 62 ont voté pour. Il y a un qui est décédé, donc à l'heure où je vous parle, il y a 82 députés. C'est cela. Donc, il y a 19 qui ont voté contre. Et c'est ce vote qui a permis de donner ce deuxième camouflet sonore au gouvernement. Deuxième camouflet sonore, dites-vous, Madame Niambodé. Alors, on va parler du projet, en tout cas de la proposition d'amendement qui a été, qui est pour l'instant bloquée, puisqu'on nous dit désormais que c'est la voie référendaire qui sera adoptée. 4 points. Cette proposition s'articule autour de 4 points. Abolition de la peine de mort, instauration de la Cour des comptes, il y a la question de la promotion des femmes et puis le couplage des élections. Abolition de la mort, on va dire, on ne fusille pas les gens au quotidien au Bénin. Bon, alors, la question de la femme, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par un amendement constitutionnel avant de faire la promotion de la femme, notamment de la parité, par exemple? Très rapidement, Madame. Je vous remercie de votre question. Et je m'en vais vous dire simplement que moi, je pense que c'est une bonne chose, de toute façon, qu'on donne aux femmes, qu'on améliore, qu'on améliore donc le quitus des femmes dans ces lieux de décision. C'est une très bonne chose. Si vous observez les autres pays, ils ont aussi fait, le pays que j'habite, ici, ils ont fait du chemin pour en arriver là. Il faut que ça commence un jour. Et moi, je pense que si demain, il y a référendum, chose qui est un peu, je dirais, regrettable, parce que je ne sais pas si on a les moyens financiers de faire tout ça, mais je dis quand même que c'est une très bonne chose et que j'exhorte tout le monde, tous ceux qui sont au Bénin, le moment venu, de rentrer massivement voter pour cette chose. Mais pourquoi passer par un amendement constitutionnel? Est-ce qu'il y a un Béninois qui s'est plaint auprès de la Cour constitutionnelle de ce que le gouvernement avait fait la promotion des femmes? Quelle est l'utilité? Mais si les députés ont trouvé que
qu'il était bon de faire ça et que le gouvernement veut les accompagner, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Et je laisse le maître... Non, on va évoluer. On va évoluer. Vous me permettez de vous répondre. Par rapport à ça, mais oui. Par rapport à ça, à la question des femmes. Par rapport à certaines incongruités que j'ai entendues ici tout à l'heure. On va faire évoluer le Alors, question des femmes. Vous vous interrogez justement, pourquoi recourir à la révision constitutionnelle, à un amendement? Vous avez 12 préfets, il y a un seul qui est femme. S'il vous plaît, ne mélangeons pas serviette et torchon. Vous permettez. Allez-y. Très bien. Nous avons une constitution qui établit formellement l'égalité homme-femme en droit et en devoir. Il y a quelques années en arrière, l'Assemblée nationale a, dans la loi électorale, introduit une nuance pour favoriser l'émergence des femmes. La Cour constitutionnelle a déclaré cette loi électorale contraire à la Constitution au motif que la Constitution elle-même établit l'égalité homme-femme. Dès lors, pour favoriser désormais cette accession des femmes aux postes de responsabilité en grand nombre, et notamment à l'Assemblée nationale, il était utile de faire cette opération à la Constitution pour que désormais la loi électorale soit conforme à la Constitution, au moins de ce point de vue-là. Cela dit, j'ai entendu d'abord ce qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale récemment à propos de cette proposition d'amendement à la Constitution fut tout sauf un échec. Pourquoi? La Constitution elle-même a prévu que lorsque le projet ou la proposition d'amendement ou de révision, pour être plus juste, est introduit à l'Assemblée nationale, quand elle est prise en considération, ensuite, si elle obtient un vote au 4/5e, la révision est acquise d'office. Si elle obtient au moins 3/4, la révision est acquise en partie, mais n'est validée que par le référendum. Nous sommes à l'étape où il faut aller à un référendum. Vous comprenez alors que il n'y a nullement échec dans ce qu'il s'est passé, d'autant plus par ailleurs que, et je suis très à l'aise pour vous le dire, M. Togbe, et M. Mbadji ne me démentira pas. Allez-y, M. Mbadji. Le bloc de la majorité parlementaire dispose formellement aujourd'hui des 3/4 de voix à l'Assemblée nationale, et pas les 4/5e. Et j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire pourquoi on n'a pas associé tout le monde dans votre élément témoin. C'est ça. L'Assemblée nationale a organisé un séminaire autour de cette proposition d'amendement qui a rassemblé toutes les sensibilités politiques, autant que la société civile et des universitaires. Et tous sont arrivés à la conclusion que les 4 points en débat dans cette proposition étaient des points totalement objectifs et qu'il n'y avait même pas, s'il vous plaît, je finis, il n'y avait même pas matière à s'inquiéter. Dès lors, la majorité parlementaire pouvait espérer que la minorité l'accompagnerait dans cette démarche pour obtenir peut-être les 4/5e d'un coup, ce qui aurait permis justement de valider la réforme constitutionnelle. Mais je comprends et je retiens de vos propos, M. Mbadji, que c'est l'option référendaire qui sera adoptée. En tout cas, c'est elle qui s'impose désormais. Et je suis tout autant à l'aise pour vous faire ce rappel. En avril 2017, lorsque le projet de réforme constitutionnelle avait été pour une fois bloqué à l'Assemblée nationale, le gouvernement expliquait aux Béninois qu'il avait choisi la voie référendaire parce qu'un référendum, ça coûte cher. Je me souviens très bien, on avançait même le chiffre de 9 milliards de francs CFA. Voulez-vous nous expliquer, M. Mbadji, qu'aujourd'hui, on va dépenser 9 milliards de francs pour aller demander aux Béninois s'ils sont d'accord qu'on fasse la promotion des femmes? Très bien. M. Togbe, la différence entre 2017 et aujourd'hui, c'est quoi? En 2017, effectivement, je suis un homme très honnête. Certains avaient dit qu'on a privilégié la voie parlementaire parce qu'il y avait de l'argent à dépenser. Mais la réalité, c'est quoi? Les tests imposent, dans tous les cas, de passer d'abord par l'Assemblée nationale. Les tests l'imposent, c'est dans la Constitution. Prenez l'article 154 de notre Constitution et vous verrez l'article 155, vous verrez, parce qu'il concerne la révision de la Constitution. Donc, ceux qui avaient ainsi raisonné avaient tort. La réalité, en droit, et suivant notre Constitution, c'est de passer par l'Assemblée. Si vous avez les 4/5e, la révision, elle est acquise d'office. Si vous avez au moins 3/4, vous allez au référendum. Si vous n'avez pas les 3/4, la révision est considérée comme avoir échoué purement et simplement. Et donc, en 2017, on n'avait même pas obtenu, à 3 voix près, la majorité pour aller étudier le fond du projet, à la différence d'aujourd'hui où cette majorité qualifiée a été obtenue.
L'étude au fond de la proposition a été faite et nous avons par ailleurs obtenu les 3 quarts qui permettent d'aller à un référendum demain. Et donc, vous parlez, vous peut dépenser. Donc, attendez très rapidement avant, puisqu'il faut qu'on avance très rapidement, on n'a pas assez de temps. Donc, on comprend effectivement que l'option référendaire reste celle qu'il faut, même si ça suppose qu'on dépense des milliards de francs CFA, alors qu'il y a des Béninois qui n'ont pas assez à l'eau potable. Il y a des très bien. Alors, vous me permettez de vous dire, Monsieur Togbé, ça c'est une belle relance. Vous me permettez de vous dire, des Béninois n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité, n'est-ce pas? Depuis 2 ans, nous avons engagé près de 200 milliards. Le président Togbé, s'il vous plaît. Non, je vous réponds pour vous dire, et vous comprendrez donc, Monsieur Togbé, que cette préoccupation devrait plutôt s'adresser à ceux de la minorité qui sans raison objective, ont empêché justement l'Assemblée de valider la proposition au 4/5e. Le gouvernement aurait souhaité disposer de l'argent qui irait au référendum pour renforcer sa politique de fourniture d'eau potable aux populations, de fourniture d'électricité, mais qu'à cela ne tienne, si le référendum a lieu demain, le gouvernement mettra les moyens à disposition pour le faire. Pour le faire. Ce que j'aurais quand même aimé demander très rapidement à M. Rumbedji, avant que vous ne lui répondiez, vous pourrez faire. Vous l'avez donné suffisamment de temps, vous me permettez de répondre. Ne vous inquiétez pas, je vais équilibrer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Mais revenons aux 4 points. Mais je laisserai les 3 premiers. Le couplage des élections. 2019, les Béninois auront leurs élections législatives. Le projet prévoyait de rallonger le mandat des députés de 4 à 7 ans. Donc pour avoir les élections en 2026, c'est-à-dire après 2019, les prochaines seraient pour 2026. Mais le projet ne dit curieusement rien de ce qui va se passer en 2021. Oui, vous n'avez pas compris. Et vous avez le droit de ne pas comprendre. Et je suis très heureux de vous expliquer de quoi il s'agit. Allez-y très rapidement, M. Rumbedji. Contexte au Bénin. Depuis 1991, voilà le pays d'Afrique qui presque tous les ans, quand il n'est pas en campagne électorale, il est en élection. Illustration pratique. À partir de 2018 jusqu'en 2031, ça fait 13 ans, nous aurons 10 années électorales. Soit nous serions en campagne, soit nous avons des élections. 2019, législative, 2020, municipale, 2021, présidentielle. Et dès après, 2022, vous serez encore en législative, ainsi de suite, jusqu'en 2031. Depuis de longues années, diverses sensibilités, y compris moi, hier, comme journaliste, ont fait des réflexions pour dire pourquoi dans notre pays, nous ne pourrions pas nous inspirer de ce que font d'autres, que ce soit en Occident ou même sur le continent, et faire des élections groupées. J'ai compris. Très bien. Dans cette perspective-là, la majorité parlementaire a proposé de faire en sorte que, à partir de 2026, et je vous expliquerai pourquoi, nous ayons des élections groupées tous les 5 ans. Comment y arriver d'ici à là? Allez-y très rapidement, si vous voulez. Je vous explique. Comment y arriver? En 2021, nous avons une présidentielle. C'est ça. En 2019, nous avons des législatives. En 2020, nous avons des municipales et communales. Si on part le repère de 2021, entre 2019 et 2020 et 2021, on aurait 2 ans d'écart. Ça veut dire que les députés qui seraient élus, si on choisissait le thème, si on choisissait 2021 comme échéance pour commencer, les députés élus en 2019 auraient 2 ans seulement. C'est ça. Les maires qui seraient élus auraient à peine 1 an. Mais ma question concernait la présidentielle. Si vous voulez comprendre, M. Togbé, si vous voulez comprendre, vous me permettez de vous expliquer. Et je n'ai pas d'a priori. Vous me permettez de vous expliquer. Donc, vous observerez vous-même que, objectivement, fixer l'échéance à 2021 pour commencer le regroupement des élections paraissait suicidaire quant au mandat des autres. La formule trouvée a été de dire quoi? Comme on aura fait 2021, le mandat présidentiel, c'est de 5 ans. La réforme prévoit en même temps l'alignement des mandats. Donc, de 2021 à 2026, on a une élection présidentielle à terme. Et donc, en faisant l'élection en 2019 pour les députés et les maires éventuellement, on va allonger leur mandat de 7 ans. De 7 ans. Donc, c'est un mandat de transition pour qu'à partir de 2026, sachant qu'on aurait fait une présidentielle en 2021, plus celle de 2026, à partir de 2026, on regroupe maintenant toutes les élections. Et vous aurez compris, si vous avez votre réponse, vous aurez compris qu'il n'y avait rien de sorcier, il n'y avait rien de démarche. Au contraire, souci d'économie, souci de rationalisation de nos dépenses et de nos processus électoraux. Je suis content que vous ayez compris. Ne doutez pas de ma capacité. Je suis content que vous ayez compris. À comprendre. Léonce Rumbedji, on a évoqué très... Mais alors, allez-y très rapidement. Non, vous allez me permettre de... Allez-y très rapidement.
honorable, on a évoqué la question des 3 points, des 3 premiers points qui justifiaient effectivement ces propositions d'amendement, mais aussi la question du couplage des élections. Mais on a plus parlé des femmes et de la question du couplage des élections. Votre avis, très rapidement, sur cette question, avant qu'on marque une courte pause. La révision de la Constitution a un seul objectif pour le président Patrice Talon. Cet objectif, c'est de lui permettre de sécuriser son pouvoir et de s'éterniser au pouvoir jusqu'en 2026. C'est le piège qui est contenu dans ce projet, dans cette proposition de loi. Cette proposition de loi est assise sur 4 points. Nous venons de parler du premier point. Prenons le point concernant les femmes. Le vrai ennemi des femmes au Bénin, c'est Patrice Talon. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est mis à traquer les femmes. Cela a commencé par le déguerpissement sauvage des petits commerces. Plus de 100 000 femmes ont été renvoyées au chômage. Il y a eu de casse partout sur l'ensemble du territoire national. Les femmes sont allées s'endetter auprès des institutions de microfinance. Ils sont arrivés par le biais de cette opération inhumaine et sauvage, ils ont détruit, renforçant ainsi la pauvreté, la misère et la précarité. C'est le premier point. Allez-y très rapidement. Deuxième point, dès son arrivée, il a supprimé toutes les mesures sociales. Vous avez la gratuité de la césarienne, vous avez la gratuité de la scolarité pour les filles, vous avez les microcrédits aux plus pauvres qui permettaient à des milliers de femmes d'éduquer leurs enfants, de les instruire, de les sécuriser, de les entretenir, de les nourrir. Il est venu, on a comme l'impression que M. Patrice Talon est arrivé pour renforcer les femmes dans la pauvreté. En résumé, vous dites l'action, la gouvernance de Patrice Talon n'est pas au bénéfice des femmes. Je suis toujours au niveau des femmes. Allez-y très rapidement. Pour dire encore de plus. Il a 22 ministres, je crois, dans son gouvernement. Dans son gouvernement, il n'y a que 4 femmes. Au niveau de l'Assemblée nationale, il vient de désigner les membres devant siéger au niveau qu'on appelle du COSLEPI, Conseil de la société qui doit charger de l'actualisation du fichier électoral. Il n'y a pas une seule femme dedans. Au niveau de la Cour constitutionnelle, 7 membres, les députés aujourd'hui qui pensent qu'on doit faire la promotion des femmes, ne sont pas contre la promotion des femmes. Mais les députés qui sont appelés à désigner les 7, ils doivent désigner 4, le président de la République 3, ils n'ont même pas désigné une seule femme dedans. Les 3 que le chef de l'État lui a désigné, il y a une seule femme. Et là encore, c'est du clientélisme, du népotisme qui a été fait à ce niveau. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le prétexte farfelu et fallacieux concernant les femmes, c'est de l'instrumentalisation, c'est de l'escroquerie politique, c'est du maquillage, et que le véritable problème, le véritable objectif du chef de l'État, c'est de s'éterniser au pouvoir jusqu'en 2026. Je propose qu'on marque une courte pause. Vous allez poursuivre tout à l'heure. Je propose qu'on marque une courte pause. Non, parce qu'ils ont eu suffisamment de temps. Vous devez me permettre. Vous allez me permettre d'avoir le temps de répondre. On revient. Parce qu'il y a beaucoup de compte vérité dans ce qu'il a dit tout à l'heure. On marque une courte pause. On se retrouve tout à l'heure. Sachant que j'aurai la réplique. Absolument. Parce que ça, c'est... Non.